Et vous verrez, il y aura pas mal de chiffres, mais en parallèle, on aura aussi des témoignages et des conseils. Donc le premier sujet, c'est que dans cette étude, on a un joli panel. On a 458 répondants. Et en termes d'entreprise, on a tous les types d'entreprises, TPE, PME, ETI, grands comptes. Et également, on peut le voir en termes de fonctions, on a un joli panel également avec marketing, SEO, CEO, content, etc., etc. Et pour se mettre dans les baskets, j'ai envie de dire, de nos répondants, c'est intéressant de voir quand on leur pose la question combien de contenus vous produisez, on peut voir que globalement, il y en a un tiers qui produisent moins de 5 contenus par mois, mais après, on a 2 tiers qui produisent plus de 5 contenus par mois. Forcément, ça peut être un enjeu, vu que l'IA générative peut aider à ce niveau. Donc, maintenant, si on regarde la partie usage actuel au sein des entreprises, déjà, je vais vous demander à vous, dans le public, qui utilisait déjà l'IA générative il y a 2 ans. Est-ce que vous pouvez lever la main? Il y a 2 ans, remember, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et maintenant, qui utilise l'IA générative? Maintenant, ouais, bon, bah, voilà. C'était rapide et efficace, hein, vous avez vu. Donc, ça, à mon sens, c'est un point qui est extrêmement important à avoir en tête. C'est que l'IA générative, on est sur une innovation technologique qui a percé le monde professionnel, le monde de l'entreprise, à vitesse grand V. C'est quand même, je pense qu'il y a très peu de technologies qui percent les usages d'une entreprise aussi rapidement. Donc quand on pose la question, du coup, à nos 450 entreprises, est-ce que vous utilisez l'IA générative ? Et si oui, pourquoi? Pour le content, pour le SEO, on peut voir que globalement, eh bien, on a 2 tiers, globalement, on va dire, qui l'utilisent pour le content marketing et /ou pour le SEO. Ce qui est intéressant de voir, c'est que vu que c'est une question choix multiple, seulement 14% ne l'utilisent pas. Donc là, dans ces 450 entreprises, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que 86% utilisent l'IA générative. Ce qui est juste dingue. Quand on leur pose la question quelles sont les tâches pour lesquelles vous utilisez l'IA générative, bon, sans grande surprise, on va avoir la grande majorité qui utilise pour les articles, rédiger des articles pour le site web, qui est quand même un gros enjeu d'un point de vue SEO, mais on peut voir également d'autres tâches, type trouver des idées, rédiger pour les réseaux sociaux, rechercher des informations, créer des contenus multimédia, etc. Donc, je vais vous partager le premier témoignage que je trouve intéressant. Ici, c'est Jeanne de Dassault qui nous dit nous, on va utiliser l'IA générative, notamment pour optimiser les balises alt des images, les métadescriptions, et pour aider au maillage interne. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que peut-être pour une équipe, voilà, on le sait qu'en SEO, il faut le faire, mais peut-être qu'on ne le faisait pas systématiquement. Et maintenant, grâce à l'IA générative, on mène ces actions qu'on avait tendance peut-être à mettre un peu en deuxième priorité avant. Au témoignage de Mathilde de Nutrixeal, que je trouvais extrêmement intéressant aussi, elle dit nous, jusqu'ici, on avait du mal à trouver un profil de graphiste avec la triple compétence graphisme, marketing et connaissance de notre marché. Et c'est ça que je trouve. Et donc, grâce à l'IA générative, maintenant, on arrive à créer des images. Ça veut dire quoi globalement? C'est-à-dire que potentiellement, il y a une personne qui a peut-être 2 compétences sur 3, mais grâce à l'IA générative, eh bien, on arrive à réaliser les travaux voulus avec la triple compétence. Donc là, on est sur une IA générative qui peut nous aider, entre guillemets, à combler, voire à progresser sur certaines compétences. Ah. Attendez. Ensuite, pour la partie rédaction de contenu, le sujet, c'est, je pense que dans la salle, tout le monde a utilisé l'IA générative pour aider à créer du contenu. Le sujet, c'est avec quelle méthode? Est-ce qu'on est en mode un tout petit peu? Est-ce qu'on est en mode modéré? Donc modéré dans le langage CMJ, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on va utiliser l'IA générative pas à pas, c'est-à-dire on va générer un plan, puis on va retoucher le plan, puis après on va générer un paragraphe, on va retoucher le paragraphe, etc., etc. On peut voir que l'approche modérée, aujourd'hui, c'est l'approche numéro 1, c'est-à-dire on a le rédacteur qui pilote l'IA pas à pas. D'accord? Et donc après, il y a la version plus avancée qui est je génère un premier brouillon complet, je retouche derrière, mais là c'est un peu moins. Et d'ailleurs, c'est plutôt la première option que je vous recommande. Et ici, Jeanne de Linksea nous dit nous, ça dépend. Hein, réponse de SEO, entre guillemets. C'est-à-dire, pour les sujets moins techniques et pas très complexes,
On va être plutôt sur l'approche, on génère un premier brouillon complet, on retouche. Par contre, pour les sujets qui sont beaucoup plus complexes, là, on va enclencher l'approche pas à pas de l'utilisation de l'IA. Et après, quand on pose la question, quels sont les chatbots qu'elles utilisent, ces entreprises, bon, sans grande surprise, on va avoir ChatGPT, bien entendu. Ce qui est assez intéressant quand même, 24% sur Google Gemini, même devant Copilot de Microsoft. Je vous avouerai, ça m'avait un peu surpris. Et là, on a un témoignage de Marianne, de l'étudiant, qui dit nous, on avait un annuaire d'école, plusieurs milliers de fiches d'école, mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas de contenu sur ces fiches annuaires. Il y avait un enjeu notamment SEO. Et grâce à ChatGPT, en fournissant un CSV avec plein de données intéressantes sur chaque école, on a pu générer des contenus à valeur ajoutée pour l'audience sur ces fiches annuaires. Et du coup, ça a été un grand succès. Donc là, pour moi, l'apprentissage que je trouve intéressant, c'est très important quand on utilise un LLM de se dire, si je veux du contenu de qualité en sortie, il faut que je donne aussi peut-être de la donnée à valeur ajoutée en entrée. Petit conseil aussi, je pense que c'est extrêmement important de bien rester en veille sur toutes les évolutions. Chaque mois, il y a des nouveautés. Juste pour vous illustrer le sujet, par exemple, là, on est dans l'IA Studio de Google avec Gemini Pro 1.5, sorti il y a quelques semaines. Deux sujets, par exemple. Gemini Pro 1.5, 1 million de tokens, c'est 10 fois plus que GPT-4. Et en plus, on peut envoyer de la vidéo, par exemple. Donc là, par exemple, je lui donne une vidéo webinar qui est en anglais et je lui demande de me faire un post LinkedIn en français. Mon message, c'est quoi? Ça bouge très vite, les LLM. Et chaque nouveauté autour des LLM crée des nouveaux cas d'usage possibles. Donc restons en veille. Maintenant, si on se concentre sur la partie avantages et défis. Quand on pose la question aux entreprises, quel est le premier bénéfice que vous recherchez et que vous obtenez avec l'IA générative, on va avoir le gain de productivité, ce n'est pas une grande surprise, mais quasiment ex aequo, et ça je trouve ça intéressant, c'est l'aide à la créativité. Quasiment ex aequo. Et clairement, il se démarque de toutes les autres options, on peut voir, de l'étude. Ce qui est intéressant dans le cas d'usage de l'aide à la créativité, c'est quand on va utiliser par exemple le chatbot pour brainstormer, obtenir des idées, un peu comme on ferait à deux personnes, on va ping-ponger ensemble, et ça je trouve que c'est un super cas d'usage. Donc là, on a un retour d'expérience que je trouve excellent de Michel de Particulier à Particulier, où globalement, grâce à l'IA générative, pour rédiger des articles, ils gagnent du temps, mais ce temps qu'ils gagnent, du coup, ils vont l'investir en amont pour faire un travail journalistique qu'ils ne faisaient pas forcément avant. C'est-à-dire, je dois rédiger sur un sujet, et maintenant, je vais faire de l'enquête terrain, je vais appeler des experts, etc. etc. Et tout ça, ce travail journalistique, je vais prendre mes notes. C'est de l'information brute, ces notes, je les mets dans l'IA, et après, je transforme ces informations brutes petit à petit en un article de qualité. Et ça, du coup, là, le gros avantage, c'est qu'on crée un contenu avec de la valeur ajoutée, du gain d'information, chose qui serait plus complexe avec une approche basique du LLM. Donc, super cas d'usage. Et autre retour de Jonathan, de Zephyr, qui nous dit, nous, voilà, plutôt petite équipe marketing, couteau suisse. Donc, on le sait tous, quand on est un peu couteau suisse, c'est un peu dur de maintenir une production de contenu avec un certain rythme. On le sait, en SEO, c'est important de se dire, tiens, on va faire X contenu par mois pour aller prendre des nouvelles parts de marché. Grâce à l'IA générative, c'est plus simple pour cette équipe, justement, d'avoir cette production régulière. Et par contre, on peut voir qu'il y a un défi qui est, vu qu'ils sont sur une activité réglementée, gros enjeu d'être très vigilant, de bien relire ce que produit le LLM, puisque gros enjeu que l'information soit pertinente. Donc ça, il faut toujours être très vigilant et toujours bien relire et bien améliorer le contenu. Quand on pose la question, combien de temps ça vous fait gagner par semaine? Alors, on n'est pas encore à la semaine de 4 jours, mais on y va petit à petit, puisque globalement, on peut voir entre 1 et 5 heures pour la moitié, et c'est déjà pas mal par semaine. Presque, si on fait la moyenne, presque une petite matinée quand même. Et on a quand même 13% sur plus de 5 heures. Et là, 2 exemples de retour d'expérience. Donc là, on a Pierre de Reitmans, qui a un site e-commerce.
Et on le sait, en site e-commerce, on a rapidement énormément de pages. Et là, le sujet, c'est quoi? Eh bien, on va gagner du temps, on va uploader par exemple un CSV, et en bulk, on va pouvoir générer plus facilement les métadescriptions de plusieurs dizaines ou centaines de pages. Et donc là, économie, une demi-journée par semaine. Autre exemple d'Aurélie de Villavie, qui est un gros groupe d'assurance, où là, le sujet, c'est, pour un guide, avant, ça nous prenait une journée entière, et donc avec Atomic Content, qui est lié à CMJ, on bascule sur 2h30, et donc, du coup, ça permet, derrière, d'investir le temps nécessaire pour rajouter de la valeur ajoutée, du style éditorial dans le contenu. Ensuite, la question, est-ce que l'IA vous permet d'économiser certains postes? Bon, on a quand même un tiers qui disent oui. Bon, après, c'est un peu un tiers, un tiers, un tiers. Et ce qui est intéressant ici, je trouve, c'est le témoignage de Willy, de VP Auto, qui dit, alors pareil, on est un peu dans la même configuration, équipe marketing petite, couteau suisse, qui doit faire plein de choses. Et du coup, le temps qu'il gagne grâce à l'IA générative, ça permet de prioriser d'autres projets marketing qui peut-être avant n'étaient pas possibles. Et donc au final, à taille d'équipe égale, on arrive à faire plus, tout simplement. Donc ça, c'est quand même un énorme avantage. Et donc s'il y a une question importante, je pense que c'est probablement celle-là, c'est quels sont les plus grands défis dans la génération de contenu par l'IA pour vous? Et là, c'est très intéressant puisqu'on va avoir la notion de comment je fais pour créer un contenu qui est différenciant. C'est super important, notamment différenciant des concurrents. Je le rappelle, quand on veut se positionner dans le top 3 sur un mot-clé, l'enjeu, c'est de faire un contenu qui va être bien meilleur que le top 3. Donc, il faut bien garder ça en tête. Ce n'est pas parce que le LLM nous permet de gagner du temps qu'il faut oublier cet objectif de qualité et de valeur ajoutée. Donc, gros enjeu. Deuxième enjeu, générer un contenu optimisé SEO. Parce que si on publie 100 contenus, mais qu'il n'y a que 5% de ces contenus au final qui font du trafic, c'est plus contre-productif au final. Enrichissement de prompt, donc notamment comment apprendre le prompt engineering et développer les compétences d'équipe. Alors d'ailleurs, on a pas mal de sujets intéressants en dessous, on peut le voir. Générer du contenu de qualité sur un sujet récent, 42%. Générer un contenu avec notre tone of voice. Faire adhérer l'utilisation de l'IA dans l'entreprise. Très intéressant. Donc là, on a un témoignage de Camille, de Tuan, qui nous dit nous, on travaille sur les produits médicaux. Et du coup, alors là, pour le coup, on est vraiment dans l'ultra EAT. Et chaque fois qu'on écrit un mot, un adjectif, on doit se poser la question et probablement, on doit le justifier avec une étude. Donc là, on a un exemple. Si je dis qu'une ceinture lombaire est confortable et innovante, je dois absolument citer une étude pour justifier cette partie-là. Et donc, le gros sujet, c'est quand j'utilise le LLM, j'ai intérêt à faire très attention à ce qui est annoncé comme fait et à bien relire, bien bonifier. Mais de manière générale, j'ai envie de dire, un bon contenu, moi je vous recommande de systématiquement utiliser les préceptes de l'EAT. Par exemple, j'annonce un fait, et si j'ai par exemple une source par exemple scientifique qui permet de corroborer, autant la mettre en avant parce que c'est là où vous créez la confiance, notamment avec votre audience. Mais du coup, faites attention avec la partie LLM. Comment allez-vous monter en compétences sur l'IA? Donc beaucoup de veille, clairement, suivi d'événements en ligne, par exemple tout ce qui est webinar, et communauté d'apprentissage, ateliers internes, et un peu en dessous, on a formation payante. Si je peux vous donner un conseil là-dessus, je trouve que le fait d'organiser un atelier physique, ça a l'avantage de marquer le coup pour embarquer vos équipes. Alors que ce soit, moi je trouve l'idéal, c'est quand vous faites venir un externe, parce qu'il est très neutre pour justifier justement des bénéfices. Et le problème, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent avoir peur en fait de l'IA, mais cette peur, elle peut vite se dissiper et se transformer même en bénéfice identifié dès lors que la personne va manipuler la chose et faire des tests sur ses propres cas d'usage. Donc si vous organisez par exemple une demi-journée de formation mais en mode travaux pratiques, eh bien, ça peut être pour vraiment évangéliser au sein des équipes, ça peut être une recommandation intéressante. Donc là, on a un témoignage de Maxime de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui nous dit nous, former nos équipes, c'est crucial parce que voilà, avec l'IA générative,
eh ben, il y a la génération de visuels. Et dans le tourisme, ça peut être très impactant. Parce que si on génère une photo où il y a le monument à l'envers, hein, par exemple, ça peut être un peu problématique, on ne va pas se mentir, surtout pour un site de région. Et donc, le sujet, c'est on va former nos équipes aux bons usages, aux bonnes pratiques, mais aussi aux limites. Et ça, c'est très important parce que je sais, chez certains clients, je sais que certaines entreprises interdisent l'utilisation de l'IA générative en interne. Mais en fait, dans la réalité, moi, pour échanger avec ces différentes personnes, ils utilisent l'IA générative sur leur téléphone portable. Ils s'envoient le résultat par email et du coup, au final, ils l'ont quand même utilisé. Donc, interdire, je ne sais pas si c'est la bonne approche. Par contre, former aux bons usages, aux bonnes pratiques et aux limites, bah, c'est peut-être le gros sujet. C'est un peu comme si je vous disais, ah bah tiens, on va interdire Internet. Bah, pour moi, l'IA générative, on est un peu là-dedans maintenant. Au témoignage de Jeanne, de Dassault, qui nous dit, bah, nous, on va former les équipes. C'est notre agence qui va former les équipes à faire du prompt engineering. Pour le moment, les équipes ne voient pas trop l'utilité, mais justement, en les formant en prompt engineering, on espère qu'ils y voient l'utilité et que petit à petit, ils l'utilisent au quotidien. Alors, si j'ai un conseil à vous donner aussi, il y a ce super livre, Hyperprompt, qui a l'avantage d'être en français et qui permet à n'importe qui, en fait, d'apprendre le prompt engineering jusqu'à un certain stade. Donc, je trouve vraiment très bien fait. Il y a de nombreux exemples. Et l'avantage d'un livre, c'est que vous pouvez après le poser sur le bureau des équipes, ensemble, on feuillette, etc., etc., quand même un gros avantage. Donc je vous recommande vraiment ce livre, 29 € sur Amazon. Et sinon, vous avez le guide d'OpenAI, le guide de Microsoft, etc., etc. J'ai pas le droit de dire de marque, peut-être. Maintenant, si on se projette dans le futur, perspective sur les 12 prochains mois, comment va se dérouler le futur? Donc déjà, si on veut se mettre dans les bottes, justement, toujours de nos répondants, on leur pose la question, bah vous, c'est quoi vos objectifs sur 2024? Premier objectif, bon, augmenter le trafic SEO, 70%. Ça tombe bien, on est au SEO Camp. Augmenter les ventes, augmenter la notoriété. Pourquoi pas? Pensez-vous que l'IA va vous aider à atteindre cet objectif? Donc, on peut voir quoi? On peut voir que 97% disent oui, globalement. Et après, on a 2 tiers qui disent oui un peu, et il y a 1 tiers qui disent oui énormément. Et ce tiers-là, moi, je le trouve très intéressant parce que, à mon sens, il faut savoir que derrière toute nouvelle, je dirais, innovation technologique, dans votre entreprise, en général, il va y avoir 2 phases. Il y a la phase d'exploration. Vous allez lancer des POC pour savoir, ah bah tiens, telle IA générative peut nous aider à gagner. Enfin, on pense que ça peut nous aider, mais en fait, il faut valider. Donc, vous allez lancer 5 POC. Il y en a peut-être 2 où vous allez vous dire, ah oui, ça, c'est vraiment intéressant pour l'équipe. On intègre ces 2-là. Et donc, après, il y a la phase d'industrialisation, c'est-à-dire, vous mettez en place l'IA générative, telle approche d'IA, dans les process de l'équipe. Et c'est utilisé au quotidien. Donc, par exemple, tel outil ou tel prompt, etc. Donc ça, c'est très important de l'avoir en tête. Tant que vous n'êtes pas en phase industrialisation, techniquement, ça reste de l'exploration. Et donc, le oui énormément, pour moi, c'est les personnes qui sont déjà à ce stade de l'industrialisation. Et pour moi, 2024, c'est l'année de l'industrialisation. Donc ensuite, l'IA générative, je pense qu'il y a plein aussi. Il y a un peu 2 types de directions dans les entreprises. Il y a les directions qui sont à fond, puis après, il y a les directions qui ont peur. Mais dans tous les cas, pour celles qui sont à fond, des fois, il faut aussi se donner les moyens de ses ambitions. Et les moyens de ses ambitions, ça passe aussi par les budgets. Donc, combien on alloue de budget sur la partie IA générative? Là, on peut voir que, globalement, ça reste des petits budgets, mais bon, on a quand même 93% en fait, qui allouent un budget. Donc ça, c'est déjà bien. Et on peut voir également qu'après, on commence à avoir quand même certains budgets à plus de 10%. On a quand même 18%, donc c'est 1/5 des entreprises qui allouent plus de 10% du budget market. Donc intéressant, enfin du budget market, content SEO. Et sur les 12 prochains mois, comment vous envisagez l'évolution de ce budget? Donc globalement, on peut voir que la grande majorité y voit une augmentation. Et ce que je trouve intéressant, c'est 1 tiers prévoit une forte augmentation. Et le 1 tiers qui prévoit la forte augmentation, je parie que c'est les 1 tiers de tout à l'heure, potentiellement, qui sont déjà sur la partie industrialisation.
Donc le sujet derrière, c'est ok, il nous faut des budgets, mais comment convaincre ma direction, hein. On l'a vu tout à l'heure, dans les pain points, il y a 25% des entreprises où le pain point, c'est ouais, mais comment j'arrive à convaincre ma direction ou mon entreprise d'utiliser l'IA. Donc on repart sur le retour d'expérience de Marianne, que je trouve très intéressant, où elle dit, vu qu'on a lancé notre POC, donc notre projet prototype sur la partie annuaire, et vu que ça a été un succès, eh bien, là, maintenant, c'est plus simple d'aller chercher des budgets, et l'entreprise qui peut-être était un peu réticente avant, eh bien, maintenant, elle y voit un retour sur investissement et plein d'avantages. Autre tour d'Hélène de Generali, et ça je pense ça parlera aux grands groupes, aux personnes qui travaillent dans les grands groupes ici, c'est la direction de l'innovation qui centralise les besoins, qui centralise potentiellement la mise en place des POC, des prototypes. Et là, le conseil que je peux vous donner, du coup, c'est d'être vraiment dans ces cas-là, quand vous avez une équipe innovation, c'est d'être dans une démarche de partenariat avec votre équipe innovation. Donc bien expliquer justement vos enjeux, bien expliquer également quel type de test vous voulez mener. Et ce qui va être important potentiellement pour une équipe innovation, c'est aussi comment prouver en fait que le projet prototype d'IA générative, par exemple pour des réseaux sociaux ou pour du SEO, etc., comment on prouve que ça a un avantage. D'accord ? Donc typiquement, ce que vous pouvez faire, c'est préparer ce type de benchmark. Dire, nous, on a prévu un benchmark où on va comparer l'approche d'aujourd'hui, par exemple, sans outils, avec deux autres approches. Et ce qui va compter, alors là, c'est un exemple de prototype, de projet prototype sur le contenu SEO. Mais ok, bon, c'est génial. Avec ChatGPT, en 1 minute, j'ai un super contenu V1. Mais en fait, il n'est pas si super que ça. Il faut retoucher le contenu pour qu'il soit optimisé SEO et qu'il apporte de la valeur ajoutée et qu'il soit dans notre tone of voice. Donc au final, je passe plus de temps à retoucher qu'à faire directement via un humain, quoi. Donc il faut avoir ce genre d'enjeu. Mon message ici, dans tous les cas, c'est pour votre direction ou votre équipe innovation, avoir ce genre de benchmark, ça peut vous aider à avancer pour évangéliser l'IA en interne. Et donc, vous pouvez lancer plusieurs POC en parallèle, bien entendu. Donc, autre question intéressante, c'est sur les 12 prochains mois, quels sont les types d'IA génératifs que vous allez intégrer? Bon, génération de texte, pas une grande surprise. Génération de contenu SEO, c'est pas non plus vraiment une surprise. Mais j'ai trouvé intéressant, un tiers sur la génération d'images. Quand même pas mal. Et ce qui m'a encore le plus surpris, c'est les 18% sur la génération de vidéos, puisque on est un peu au balbutiement, c'est un peu les débuts. Après, ça va évoluer vite, notamment avec OpenAI Sora, qui est assez impressionnant. Mais on voit que les entreprises se projettent déjà sur ces sujets de vidéo très clairement. Et donc ensuite, si vous aviez une baguette magique, sur les 12 prochains mois, ça serait quoi la tâche que vous aimeriez automatiser? Donc, ok, il y a la partie création de contenu, pareil, sans grande surprise, mais on a optimisation de contenu existant, intéressant, recherche de mots-clés. Donc, comment plus facilement je trouve des mots-clés intéressants? C'est vrai qu'aujourd'hui, dans les outils classiques, ça peut être un peu long et redondant, parfois, on ne va pas se mentir. Cocon sémantique. Puis après, on peut voir d'ailleurs en dessous, balise métadescription, analyse de données, maillage interne, etc. etc. Et là, retour intéressant, je trouve, d'Alexandra de Demersbourn, qui nous dit, voilà, nous, on aimerait une IA qui, ok, elle optimise des contenus d'un point de vue SEO, mais il faudrait qu'elle s'adapte à notre ton de marque. Donc, c'est forcément un gros enjeu, notamment pour se différencier en termes de contenu. Et l'autre sujet que je trouve extrêmement intéressant, qui est, mais comment l'IA, est-ce que l'IA pourrait apprendre mon geste de rédacteur au fur et à mesure? Et ça, je corrobore avec, j'ai échangé aussi avec une grosse boîte il y a quelques jours sur la notion de mémoire. Je trouve que c'est un sujet extrêmement intéressant. Chaque rédacteur a son geste de rédacteur. Il va utiliser tel mot, il va retoucher comme ça, il va faire comme ça la titraille. Et comment, au fur et à mesure qu'il l'utilise, l'IA arrive à reproduire ensuite le geste.
Je trouve que c'est un joli challenge et un joli enjeu d'un point de vue technologique. Et donc là, on a Isabeau de Maton qui va nous dire ah bah moi, ce que j'adorerais, c'est que l'IA me collecte, agrège toutes mes données SEO, marketing, qui peuvent être dans plein d'outils différents, me produisent mon analyse type Looker Studio et même me produisent les insights de cette analyse. Donc ça, c'est un sujet extrêmement intéressant également. Et ça, c'est un point sur lequel je veux insister. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'IA générative pour générer du contenu, mais il y a aussi la notion, et pour moi, c'est une tendance émergente qui est super importante, c'est comment j'utilise l'IA générative pour maximiser mon analyse de données SEO. Donc juste pour vous donner un exemple, ça c'est quelque chose qu'on lance dans quelques semaines. Je benchmark mes concurrents sur la partie assurance, donc j'ai mes 10 concurrents. Je focalise l'analyse sur la thématique véhicule et en plus j'identifie quoi? J'identifie que sur la thématique véhicule, le concurrent Matmut, un tiers de son trafic véhicule, c'est sur des pages de type form. Et ça on peut le faire avec d'autres classifications, marketing funnel stage, persona, etc., etc. Donc l'IA générative peut aider aussi les directions marketing à prendre des meilleures décisions. Donc ça, je vous recommande de suivre ce type de tendance. Donc, en conclusion, une fois qu'on a vu un peu tous ces chiffres, alors je sais que ça fait beaucoup de chiffres, s'il y en avait 3 à retenir, quels seraient-ils? Pour moi, il y a le premier qui est, là en tout cas dans cette étude, on a 86% des entreprises qui utilisent l'IA, soit pour le contenu, soit pour leur SEO, soit les deux. C'est quand même assez énorme. Numéro 1 des bénéfices recherchés, petite typo, gain de productivité, quasi ex aequo avec aide à la créativité. Et à côté de ça, on a quasiment un tiers qui prévoit une forte augmentation de leur budget IA. Et moi, ce que je trouve intéressant à ce niveau-là, c'est que je me rappelle avoir eu des discussions avec certains experts marketing il y a 1 an et demi, 1 an, un peu au moment du buzz ChatGPT. Et la question pouvait se poser, c'est est-ce que ChatGPT, c'est un buzzword qui va redescendre aussi rapidement qu'il est monté? Je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas sur un buzzword. Clairement, on est sur un changement d'usage massif pour les entreprises. Donc voilà, donc je tenais à remercier toutes les personnes, et il y en a peut-être je sais qu'il y en a dans la salle d'ailleurs, qui ont passé du temps à remplir cette étude. Un grand merci à vous et également un grand merci à nos clients qui ont pris du temps pour partager leur retour d'expérience, parce que la data c'est bien, mais les retours d'expérience, c'est très complémentaire. Voilà, donc j'espère que vous avez pris plein de belles choses et si vous avez besoin des slides, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn ou par email. Merci à tous. Merci Nico. La question mug? Ah, la question mug. Attention, ça va aller vite. Combien y a-t-il de répondants à cette étude? Très rapide. Bravo. Le mug est pour toi. Plutôt mug propre ou mug sale? Propre. Du coup, on a 3-4 minutes pour prendre quelques questions. Et puis Bravo. après, on pourra aller se restaurer à 50. Est-ce qu'il y a des questions? Ne vous pressez pas. On a une question attends, là-bas. il faut que je te passe le micro pour. Et après, moi, j'ai une question pour vous. C'est est-ce que dans ces chiffres, il y en a certains qui vous surprennent? Ça m'intéresse d'avoir votre retour. Ouais, j'ai une petite question en fait sur les dangers SEO de l'IA générative en matière de texte, sur les retours d'expérience. Ouais. Alors on a tous en tête les retours sur relecture humaine, pour modifier, virer l'empreinte numérique qu'on peut avoir avec les textes d'IA générative. Et je voudrais savoir quel est ton point de vue par rapport à ça. Oui, la partie, en fait, l'IA générative réduit la barrière à l'entrée du contenu. Donc ça, c'est le premier sujet. C'est-à-dire qu'avant, pour faire des contenus, il fallait des rédacteurs, etc., etc. Maintenant, on peut automatiser des choses. Donc la barrière à l'entrée pour faire plein de contenus de mauvaise qualité, elle est beaucoup plus accessible. Donc pour moi, le risque, il est là. Si on garde en tête de faire un contenu qui apporte du gain d'information, de la valeur ajoutée, une expérience pour son audience qui tape un mot-clé, que ce soit fait par de l'IA générative, que ce soit fait par un humain, etc., peu importe, tant que la qualité est là.
moi, mon sujet, il est là. Et donc, tout comme un rédacteur humain, vous avez des super rédacteurs qui vont créer des super expériences dans leur contenu, puis il y en a d'autres où ça va être un peu moins le cas. Bah, à la fin, on s'en fout un peu du comment, c'est le résultat qui compte, qui est la qualité du contenu, à mon sens. Par contre, voilà, faut garder la qualité en tête. Et le risque, en fait, c'est de faire des centaines de contenus chaque mois de basse qualité. Le risque, il est là, en espérant que ça va performer. Donc, si j'ai un conseil à donner, toujours analyser le top 3 par rapport aux mots-clés et se dire, on va faire un contenu qui est bien meilleur. IA ou pas IA. Profitez-en pour poser des questions. On a encore 3-4 minutes. Bonjour. Petite question par rapport à la notion de tone of voice et d'adaptabilité du contenu à chaque entreprise. Il y a une notion sur laquelle personnellement je n'ai pas pu encore travailler mais qui m'intéresse beaucoup, c'est le fine-tuning. Et je me posais une question si aujourd'hui c'était encore quelque chose que tu recommanderais ou si par exemple un simple agent GPT sur un abonnement de ChatGPT suffirait. Est-ce que ça va encore le temps et l'investissement selon toi de travailler dessus ? Alors, le fine-tuning, la petite problématique aujourd'hui, c'est que tu vas avoir, en tout cas côté OpenAI, GPT 3.5. Donc, si tu as besoin voilà, de faire des actions, on va dire, qui demandent voilà, beaucoup d'intelligence, on va dire, du LLM, ça peut être un peu plus compliqué. Mais par exemple, pour de la classification, hein, par exemple, je vous montrais là, les graphes d'analyse de données. Pour de la classification, ça peut être très intéressant, en effet. Donc, ça dépend du cas d'usage. Et après, il faut tester. C'est beaucoup plus accessible maintenant, hein, le fine-tuning. C'est beaucoup plus simple. Donc, à tester, ça dépendra du type de tâche. Une dernière question ? Bonjour, merci pour la conférence. J'ai vu que sur un des charts, il y avait l'idée que AI to image, donc le fait de créer des images avec l'IA. Je voudrais savoir si intégrer ces images et avoir des images qui sont totalement nouvelles et qui pourraient être liées à notre contenu. Mettons que je crée du contenu qui est super bien travaillé et ajouter ce genre d'image, étant donné que c'est nouveau, qu'on puisse ajouter les balises qu'il faut, etc. Est-ce que ça peut aider le contenu à ranker, parce que vous avez déjà fait des tests? Le fait, si je reformule, juste pour bien comprendre, est-ce que le fait d'ajouter des images dans le contenu, des images IA, est-ce que c'est mieux que juste un texte sans image? Alors, bon, déjà, je pense que ça dépendra forcément un petit peu du type de contenu et du mot-clé cible. Là, moi, je recommande systématiquement, c'est de regarder en fait ce que fait le top 3 sur le mot-clé. Déjà, ça, c'est le premier sujet. Mais de manière générale, votre contenu, si vous voulez qu'il performe, au-delà de toute la partie, je dirais, data et technique autour, c'est le sujet de l'expérience qu'on délivre à l'audience. C'est-à-dire, si j'ai un contenu qui délivre la meilleure expérience, on a quand même plus de chances que de ranker dans le top 3. Et donc, l'image, d'un point de vue UX, expérience, apporte. J'ai déjà eu des clients, j'ai des clients d'ailleurs, toujours, qui publient des contenus où ils disent ouais, on n'a pas le temps de mettre les images, etc. Pour moi, c'est un déficit par rapport à la concurrence, notamment sur l'informationnel. Et après, image IA, je ne sais pas dire la capacité de ranking des images IA. Eh ben merci Nico. Si vous voulez, les slides, elles seront sur Swapcard, donc téléchargez l'appli, vous aurez accès à tout, sinon vous demandez à Nicolas. Nico, toi tu restes de toute façon au moins cet après-midi, si les gens veulent te poser des questions en début d'après-midi. Hélas, je dois partir assez rapidement là. Bon, ok. Sautez-lui dessus tout de suite du coup. C'est maintenant ou jamais. Allez vous restaurer, tout est en place au-dessus et on reprend vers 14h. Et merci de votre